Je reviens toujours sur les chroniques que j'avais faites pour le numéro 84 de Bifrost, en livrant des plus longues et plus subjectives, disons. Donc cette fois, ça va être avec Mondo Cane, le roman de Jacques Barbery. Jacques Barbery, abondamment publié par La Volte, après avoir été attaché à Présence du Futur dans les années 90, a saisi cette occasion de résurrection pour illustrer les multiples facettes de son talent, que ce soit dans le seul cadre de l'écriture, roman, nouvelle, collaboration, traduction, ou encore autre chose, ainsi la musique, via son groupe Palo Alto notamment. Un CD fort enthousiasmant avait ainsi accompagné Narcose, et un autre, moins palpitant à mon avis, le présent roman. Mais aussi, dans une perspective plus ou moins perfectionniste, cela lui permet de revenir sur ses œuvres passées et de les retravailler pour les exprimer autrement. Après tout, c'est ce qui s'était produit avec la trilogie de Narcose, et il y avait eu d'autres révisions depuis, sans même s'attarder sur le cas à part de la collaboration posthume avec Emmanuel Joanne, Mémoire de sable, dont le roman Nuage ressort en même temps, il n'y a pas de hasard. Mais Mondo Cane est peut-être le cas le plus éloquent. À l'origine figurait une excellente nouvelle, Mondo Cane donc, publiée pour la première fois en 1983 et par ailleurs reprise à la Volte en 2011 dans le recueil Le Landau du Rat. Nouvelle qui, au passage, figure dans la grosse anthologie de la science-fiction mondiale concoctée récemment par Anne et Jeff Vandermeer, les deux seuls autres auteurs français retenus étant Jean-Claude Dugnac et Gérard Klein. La nouvelle ne tenait guère du récit, plutôt du panorama riche en images chocs, d'où son titre peut-être. L'expression italienne Mondo Cane est sans doute maintenant indissociable du célèbre documentaire d'exploitation et du genre auquel il a donné son nom. Un panorama très bref d'un monde ravagé pour des raisons inconnues et par des méthodes inouïes. La nouvelle ainsi invitait à une exploration d'un monde fou, où l'expansion-compression par exemple avait écrasé des hommes sous le poids de leurs vêtements, tandis que d'autres s'étaient égarés dans des bâtiments dilatés, un voyage de plusieurs mois étant nécessaire pour en atteindre la sortie. Un tableau surréaliste avec quelque chose d'effrayant autant que fou, justifiant, n'en pas douter, l'inévitable référence à Jérôme Bosch, accompagnant systématiquement le texte sous ses divers avatars, au-delà des références plus globalement associées à l'auteur, comprenant Philippe K. Dick, J.G. Ballard ou encore David Lynch ou David Cronenberg. Mais peut-être pourrait-on évoquer une autre piste encore. N'y a-t-il pas aussi dans la folie de ce monde quelque chose d'Alice au pays des merveilles ? Quoi qu'il en soit, ce texte avait suffisamment infusé chez l'auteur pour qu'il le révise, mais à plusieurs reprises cette fois. En effet, l'auteur a commencé par en tirer un roman du nom de Guerre de rien, paru en 1990. Bien plus tard, en 2007, Palo Alto, le groupe de Jacques Barbery, a sorti, avec les comparses de Klimperay repassant sur les compositions originales, un album faisant office de BO sous le titre Mondo Cane. Et donc en 2016, voici que Mondo Cane ressort sous la forme d'un roman, distinct de Guerre de rien, accompagné du CD Mondo Cane Music Inspired By, signé Palo Alto Klimperay. La nouvelle, ainsi que mentionné plus haut, n'avait pas grand-chose d'un récit. La transformer en un roman dès lors n'était pas sans difficulté. Osera-t-on dire que ce qui réussit le mieux à l'auteur, ce sont les images, les ambiances, la folie suintant des mots ? Peut-être bien. Au fond, même si c'est sans doute moins vrai en ce qui concerne les nouvelles, paradoxalement ou pas, j'ai souvent du mal à dire après coup, et pire encore après quelques années, de quoi tel ou tel roman parlait, ou plus exactement ce qui s'y déroulait. Par contre, je retiens les cuites à l'inévitable scotch mazedrine, les perfides araignées omniprésentes et redoutables, les délires à la croisée des genres, cyberpunk et polar hardboiled s'achevant en farce. Et une plume généralement très habile à susciter tout cela, sonore et puissante. Mais ces diverses dimensions expliquent probablement pourquoi, à mes yeux, Mondo Cane est un bon, voire un très bon roman, mais qui ne parvient pas forcément à susciter pour autant la fascination enthousiasmante de la nouvelle Mondo Cane, laquelle ne se contentait pas d'être bonne, voire très bonne, mais s'avérait bel et bien excellente. Certes, Jacques Barbery ne tombe pas excessivement dans le plus dangereux des travers associés à cette entreprise périlleuse, l'explication excessive. Globalement, il parvient à conserver un précieux flou nécessaire à l'enchantement, et s'il attribue des causes à la catastrophe, du moins prend-il le soin de les rendre en elles-mêmes assez hermétiques pour ne pas gâcher le tableau. Il n'en reste pas moins que le début du roman a quelque chose de parfaitement compréhensible et logique, de très sage en comparaison avec ce qui suivra. Comme souvent chez l'auteur, j'ai l'impression que régulièrement il s'applique consciencieusement à poser une situation somme toute simple, voire banale, avant de tout faire péter pour laisser la folie prendre les rênes. Ici, c'est en tout cas flagrant,
et peut-être même avec un léger parfum old school. Quoi qu'il en soit, nous y faisons la connaissance de Jacques Ebner, qui est plus ou moins militaire, ou du moins affecté en tant que nourrice à l'intelligence artificielle guerre et paix. Dans un contexte géopolitique troublé, on redoute de plus en plus l'affrontement. Et un vieux syndrome de Frankenstein affecte tout le monde, chacun redoutant que les IA façon Skynet ou peu s'en faut n'en fassent qu'à leur tête, avec leurs procédures automatisées, pour un résultat que l'on n'ose même pas imaginer. C'est bien pour cela cependant qu'elles ont des nourrices, mais qui sont plus ou moins en mesure d'agir. Et l'insouciance de Jack Ebner, qui le porte au flirt tandis que le monde court à sa perte, n'arrange pas forcément les choses à cet égard. Les IA guerre et paix et Petit Pousset, notamment, se lancent bientôt dans le conflit mondial. Leurs sécurités sont supposées assurer la survie, et même plus que ça, de l'humanité, mais il y a un biais cognitif lourd de menaces. Si les humains ne sont guère en mesure de comprendre les IA, la réciproque est tout aussi vraie. Certes, les IA éviteront le bon vieux chaos nucléaire, à la façon de la psychose des années 50. Mais les assauts, tous plus délirants les uns que les autres, entrepris par les IA certainement pas en manque d'imagination, transmuteront à jamais la Terre. C'est ici que l'on rejoint peu à peu les fascinants tableaux de la nouvelle originelle. Or, Jack Ebner sera lui-même en mesure de les voir. Il est en effet parvenu à survivre par la cryogénisation. Il perd conscience au tout début de la guerre pour se réveiller 7 ans plus tard, quand il est bien trop tard. Et sa culpabilité ne l'épargnera pas. Jack Ebner découvrira éberlué un monde qu'il ne comprend plus, ou disons moins que jamais. Là aussi la réciproque est sans doute vraie, ce nouveau monde ne comprend pas davantage notre échappée du frigo. Ce contact s'effectue au travers de mystérieuses rencontres, de gens qui ne sont peut-être plus tout à fait humains, et qui portent en eux ou sur eux les stigmates du conflit autant que de la dangerosité intrinsèque du monde d'après le cataclysme. Mais pas des gens désagréables pour autant. En fait, la plupart se montrent amicaux, ou du moins serviables. Leur sarcasme n'y change rien au fond, pas plus que leur apparence ne doit tromper en effrayant excessivement. C'est tout particulièrement vrai des enfants, peut-être, de ces crevettes qui se sont accaparées le monde en s'y adaptant. Les adultes croisés çà et là ne sont somme toute guère adaptés, eux, à la vie dans ce chaos, et bien sûr Jack Ebner moins que tout autre. Mais les enfants, eux, paraissent pouvoir s'y faire, et mieux encore. Dans sa manière de les envisager, Jacques Barbery me paraît se distinguer sur le fond noir à l'extrême, typique du genre post-apocalyptique. Il y a quelque chose de lumineux qui laisse entendre que non, tout n'est pas fini. L'image de ces enfants jouant, tout en faisant montre d'une étonnante maturité que l'on est tenté de juger tristement précoce, avec de farfelues machines volantes qui n'ont pas été sans m'évoquer Hayao Miyazaki, marque durablement. Même si, bien sûr, ce qui marque le plus provient de la nouvelle originelle. Ces absurdités fascinantes à base de montagnes de chair, de colonies souterraines d'homoncules, de géantes ou ogresses au sexe béant à s'y noyer, de villes enfermées dans des boules à neige quand leurs bâtiments peuvent atteindre des dimensions de plusieurs dizaines de kilomètres, de ces Champs-Élysées dont le chaos apparent obéit pourtant à l'esthétique suprême du nombre d'or, de ces hommes bouteilles qui sont autant de messages, de ces vaisseaux quantiques, enfin, propulsés à la drogue psychokinésique, et qui sont là, ou n'y sont pas, ou les deux à la fois, ou rien de la sorte. Et peut-être pourtant y a-t-il, à l'intérieur, s'il y a seulement un intérieur, le spectre de la femme aimée quand tout était différent, c'est-à-dire normal. Tout ceci, Jack Ebner va le percevoir au travers d'une quête plus ou moins définie, à la fois investigation et expiation. Prenant la route du Nord dans l'espoir ou la crainte de tomber sur des explications, des aveux ou des accusations quant à ce qui s'est produit, Jack aura l'occasion de croiser bien des personnages hauts en couleur, inscrits dans le tableau démentiel comme jamais lui-même ne pourra espérer l'être. Dès lors, la santé mentale de notre héros ne pourra que vaciller jusqu'à l'abandonner totalement, dans d'ultimes scènes lui conférant non seulement la certitude d'une dimension pathologique, mais bien au-delà quelque chose de mythologique. J'y vois cependant une confirmation. Ce n'est pas le récit qui importe, et ce peut-être d'autant plus qu'on le sent vraiment constituer un prétexte pour balader le lecteur de tel tableau fascinant à tel autre terrifiant. Mais après tout, c'est sans doute le principe d'un road movie, et l'on avait parfois qualifié ainsi Garde rien en son temps. Mais l'artifice est parfois un peu trop visible, tandis que la description étendue des conséquences de l'assaut démentiel des IA n'a pas toujours la force du concentré de mystère s'exprimant, ô combien plus troublant, dans la nouvelle Mondo Cane. Et j'en reviens à ce que j'affirmais plus haut, Mondo Cane est un bon voire un très bon roman, sa lecture vaut le détour et vous satisfera plus que probablement. Mais Mondo Cane, la nouvelle, était une excellente nouvelle, et l'assise mort, dit-on parfois.